Bon, et bien super. Bon, bah, les gens sont en train d'arriver tranquillement. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 19h en plus, c'est parfait. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Emmanuelle Vial. Je vais modérer cette session aujourd'hui, ce webinaire sur la néphropathie et la vascularite à IGA. Et j'ai l'honneur d'introduire Le lapsus. nos, ça commence bien, nos trois orateurs. Le docteur Anna Duval qui est néphrologue à Strasbourg, le docteur Pierre Firman, néphrologue à Bordeaux, et le docteur Valentin Maison, qui est néphrologue à Tours. On va commencer par le docteur Anna Duval qui va nous parler de la physiopathologie et de la présentation clinique de la néphropathie à IgA. Merci Emmanuel pour l'introduction. Donc, je vais juste mettre mon diaporama. C'est bon, vous le voyez bien en plein écran? C'est parfait. C'est parfait. Donc, comme vous la connaissez tous, la néphropathie IgA, c'est une définition surtout histologique. Donc, il faut une biopsie rénale pour le diagnostic de cette néphropathie. Et c'est une définition anatomopathologique qui n'a pas évolué depuis sa découverte par Jean Berger en 1968. Donc, c'est des dépôts d'IgA qui sont dominants au niveau du mésangiome glomérulaire. Ces dépôts, ils font parfois codominants avec d'autres composants immunitaires tels que les IgG, le C3 ou de façon un petit peu plus rare avec les IgM. Et c'est souvent associé à des modifications de la structure du mésangiome, notamment des lésions d'hypertrophie ou d'hypercellularité au niveau du mésangiome glomérulaire, comme vous le voyez sur l'image de microscopie optique en PAS. Et puis, si vous faisiez une biopsie, mais ce qu'on ne fait pas en routine, on verrait des dépôts électron denses au contact des cellules mésangiales. Et donc ces dépôts électron denses, en fait, ils contiennent des complexes humains avec dedans des IgA pathogènes. Donc la néphropathie IgA, c'est la glomérulonéphrite la plus fréquente, donc vous êtes obligé d'en voir plein dans votre vie de néphrologue. L'incidence, elle est environ entre 2 et 3 par 100 000 adultes par an. Il y a un pic d'incidence chez l'adulte jeune, mais ça peut toucher les individus vraiment à tout âge. Je viens de perdre mon diaporama. Voilà. Ça touche les individus à tout âge. On ne connaît pas bien la vraie prévalence de la néphropathie parce que ça dépend bien évidemment des techniques de biopsie rénale et de leur accessibilité dans les différents pays ou des politiques de screening des anomalies urinaires par les bandelettes urinaires. Et puis, on sait également que la prévalence de cette néphropathie elle est largement probablement sous-estimée parce que chez les individus sains, on a des données autopsiques ou des données de biopsie préimplantatoire de greffons qui montrent que dans la population générale, on peut avoir jusqu'à 15% de prévalence de dépôt d'IgA sans signe de glomérulopathie associée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un gradient ouest-est, où il y a une prévalence de cette néphropathie qui est beaucoup plus importante en Chine et en Asie. On dit que c'est environ 50% des glomérulonéphrite primitives en Asie, contre 20 à 30% en France. Et puis il y a des zones géographiques comme l'Afrique qui sont relativement bien protégées. Et donc la néphropathie IgA sur ces terrains, elle est exceptionnelle. Il y a des particularités épidémiologiques selon les régions, notamment par rapport au sexe ratio qui est équilibré en Chine et il y a, contrairement en Europe où il y a une prédominance masculine. C'est une néphropathie où quelques cas familiales sont rapportés, mais c'est loin d'être la règle, ça reste moins de 5% des cas. Et donc on avait longtemps en tête que cette néphropathie des paumes et enjeux d'IgA, c'était une glomérulonéphrite indolente et que finalement, parmi les autres types de glomérulopathie, c'était pas si grave d'avoir cette maladie. Donc c'est une idée dont qu'il faut un petit peu oublier parce qu'on a effectivement des données maintenant issues de registres. Je vous montre celles qui ont été publiées il y a 2 ans qui concernent le registre britannique RADAR, donc qui montre que la médiane de survie rénale chez les patients, c'est 11 ans après le diagnostic, et c'est des patients qui sont souvent diagnostiqués jeunes. Et donc l'âge médian dans cette cohorte d'insuffisance rénale chronique terminale, c'était quand même relativement jeune, 48 ans, et la moitié des patients au diagnostic avaient déjà une insuffisance rénale.
En France, ça reste une cause d'insuffisance rénale importante, c'est la cinquième cause d'insuffisance rénale terminale. Et puis chez les patients jeunes qui vont être amenés à être transplantés, eh ben, la moitié d'entre eux, ils vont récidiver leur néphropathie sur le greffon. Et pour certains, 5%, ça peut être associé à une perte du greffon. Donc c'est quand même une pathologie systémique avec un retentissement fonctionnel rénal et un vrai impact sur le pronostic du patient. Au niveau clinique, il y a plein de manifestations cliniques différentes qui vont de formes relativement indolentes ou lentement progressives à des formes qui vont être très sévères, associées à un fort risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc l'hématurie, elle est très fréquente, hein. C'est 80 à 90% des patients qui ont une hématurie. L'HTA également, ça fait partie des signes cliniques fréquents, donc chez à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers des patients. Et donc on peut retrouver des phénotypes avec des anomalies urinaires mineures qui sont associées à une fonction rénale qui est encore préservée, donc un type de protéinurie ou d'hématurie microscopique. Il y a des formes un petit peu plus symptomatiques où les patients viennent en consultation pour des épisodes d'hématurie macroscopique intermittente. C'est des formes qui touchent des sujets jeunes notamment et qui font suite à des épisodes infectieux notamment au niveau des muqueuses. Et donc on verra après dans cette présentation que l'axe muqueuse-rein il tient une place très importante dans la physiopathologie de la néphropathie IgA. Il y a effectivement des patients qui vont déjà avoir une forme de glomérulopathie chronique à la première présentation et d'autres qui vont présenter des formes beaucoup plus sévères, ici indiquées en rouge, avec des phénotypes d'hypertension artérielle sévère, accompagnés de protéinurie majeure, des tableaux parfois d'hypertension artérielle maligne chez jusqu'à 15% des patients selon les séries, souvent associés à des formes vraiment rapidement progressives de la néphropathie. Il y a des syndromes néphrotiques parfois, c'est plus rare, et des cas vraiment exceptionnels de microangiopathie thrombotique biologique. J'ai mis ici la forme du purpura rhumatoïde en gris, qui est une forme un peu vascularitique de la néphropathie à IgA. Donc on dit que purpura rhumatoïde ou vascularite à IgA, et qui peut s'associer à une atteinte rénale. Le plus souvent, l'atteinte rénale associée, ça va être des dépôts d'IgA, mais avec des formes plutôt de glomérulonéphrite extracapillaire. Et donc c'est une atteinte histologique qui s'associe à un phénotype clinique particulier vascularitique avec des atteintes extrarénales cutanées, articulaires ou digestives. Donc actuellement, on n'est pas complètement capable d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une pathologie à part ou s'il s'agit d'une forme vascularitique particulière de la néphropathie à IgA. Donc, quand il n'y a pas de conditions biologiques associées à cette néphropathie, on va dire que c'est une IgA primitive. Et puis, il existe évidemment des formes secondaires qui sont associées à d'autres conditions. En général, c'est des pathologies qui sont auto-immunes, inflammatoires ou qui s'associent à des troubles de l'immunité au niveau des muqueuses. Par exemple, les maladies chroniques inflammatoires intestinales, les cirrhoses, les dermatoses bulleuses, les psoriasis, etc. Actuellement, de ce qu'on comprend de la physiopathologie de la néphropathie à IgA, que ce soit une forme primitive ou secondaire, ça semble suivre un axe physiopathologique qui est commun. Donc on a des éléments pour essayer d'apprécier le pronostic de nos patients. Le plus souvent, les paramètres qu'on va utiliser et ceux qui sont validés comme facteurs pronostiques de l'évolution péjorative, ça va être des facteurs qui sont généralement non spécifiques de la néphropathie IgA, qui sont communs à beaucoup d'autres néphropathies. Bien évidemment, la fonction rénale au diagnostic et le degré de protéinurie, ça tiennent une place importante. Un peu plus spécifique à la néphropathie IgA, il y a l'hématurie microscopique persistante, hein, qu'on sait maintenant est un facteur d'évolution défavorable, et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires associés, dont l'hypertension artérielle, qui va être importante. Il y a certains critères ethniques qui sont associés à des pronostics péjoratifs, par exemple l'origine asiatique, qui est associée à un pronostic défavorable, puisque ces patients ont tendance à avoir des formes plutôt extracapillaires de la glomérulopathie et des formes plus agressives. Et donc j'insiste surtout sur le paramètre de la protéinurie,
Ici, vous avez donné du registre radar où les patients ils sont stratifiés selon leur degré de protéinurie actualisé en fonction du temps. Donc on voit bien que les patients qui ont une protéinurie très élevée ben, ont un phénotype, ont un pronostic rénal qui est vraiment très sombre. Mais ce qu'on voit également, c'est que les patients qui ont une protéinurie qui est actuellement dans les cibles thérapeutiques, enfin qui était actuellement dans les cibles thérapeutiques à moins de 0,5 g par gramme, ben, ils ont quand même environ 20% d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale à 10 ans. Donc la protéinurie, c'est un facteur pronostic rénal important dans la néphropathie IgA et c'est un facteur d'évolution péjorative du DFG ultérieur. Donc c'est un marqueur qu'on utilise dans les essais comme un surrogate marqueur. C'est un marqueur qui nous sert enfin, la diminution de la protéinurie. C'est un surrogate marqueur de la diminution de la pente de la réduction de DFG en fonction du temps. Donc c'est un pronostic, c'est un élément sur lequel on va pouvoir agir avec les traitements et qui va avoir un impact pronostic important chez les patients. On a également des facteurs histologiques qui peuvent être associés à l'évolution de la néphropathie. Alors, il y a plein de scores validés. Je vous montre le score Oxford, qui est celui que l'on utilise le plus souvent en pratique clinique. Donc, c'est un score qui va regrouper plusieurs items d'anomalies morphologiques, de prolifération cellulaire ou des lésions de fibrose au niveau du glomérule et ou du secteur tubulo-interstitiel. Chacun de ces paramètres dans le MET-score, il va être associé de manière indépendante à un pronostic rénal défavorable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains de ces paramètres, notamment la prolifération endocapillaire, le score E1, et la présence d'une prolifération extracapillaire, dont le pronostic défavorable sur le plan rénal, il va être partiellement réversé quand il va y avoir un traitement immunosuppresseur, donc ce qui suggère qu'il y a certaines lésions rénales actives qui pourraient répondre à un traitement immunologique spécifique. Évidemment, plus vous avez des croissances sur la biopsie rénale, plus le pronostic il va être défavorable et donc ça ne va pas être totalement réversé par un traitement immunosuppresseur. Donc ces paramètres, ils sont importants pour pouvoir estimer sur la biopsie rénale de votre patient le pronostic à court terme sur le plan fonctionnel rénal. Vous avez également d'autres outils qui sont validés alors, dans des larges cohortes et publiés. Et donc, je vous invite à aller voir ce site internet. Donc, c'est l'IGN Prediction Tool qui permet au moment où vous faites la biopsie du patient, si vous rentrez les paramètres histologiques et puis les paramètres cliniques et biologiques de votre patient qui sont associés au pronostic rénal, ce calculateur, il va vous permettre d'estimer un risque d'évolution de votre patient vers le critère composite rénal, de réduction de 50% du DFG ou d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale jusqu'à 5 ans, voire 7 ans après la biopsie rénale. Donc c'est un outil que je vous invite à aller voir pour vraiment apprécier le pronostic de votre patient. Donc la néphropathie IgA, on a vu tout à l'heure que c'était une définition histologique qui était très simple des dépôts d'IgA dans le mésangiome glomérulaire, mais ça contraste un peu avec la variété des manifestations cliniques qu'on peut voir dans cette pathologie rénale. Donc ça, c'est en partie lié au fait que la physiopathologie de cette néphropathie, elle est extrêmement complexe et encore partiellement comprise. Donc ce qu'on définit actuellement comme étant le modèle physiopathologique date d'il y a environ 15 ans, donc avait été décrit par Suzuki en 2011. Donc de ce qu'on comprend, un individu qui aurait une susceptibilité génétique exposée à certains facteurs environnementaux et ayant développé au cours de sa vie des épisodes inflammatoires ou infectieux au niveau des muqueuses ou des altérations au niveau de son microbiote, présenterait la succession de différents événements qu'on appelle ici des hits qui seraient combinés entre eux et aboutiraient à la formation de complexes humains qui contiennent des IgA pathologiques, on verra après, et ces complexes humains ils vont se déposer dans le rein et c'est l'effet inflammatoire de ces complexes humains dans le rein qui va créer la néphropathie. Donc c'est le modèle, ce qu'on appelle le modèle multi. Donc il faut la succession de ces différents événements pour développer la néphropathie.
Donc, qu'est-ce qu'on sait actuellement du terrain génétique de susceptibilité des patients? Ces données, elles nous viennent surtout des études d'association pangénomique. Donc, on regarde entre une population de patients qui ont une néphropathie IgA et des individus sains, les différences d'expression de certains variants génétiques qui sont fréquents, des polymorphismes. Et donc là, vous voyez le diagramme qui montre les gènes en couleur pour lesquels il y a à l'intérieur duquel il y a des variants génétiques qui sont d'expression différente entre les patients qui ont une néphropathie à IgA et les contrôles. Donc des variants génétiques qui sont associés à la susceptibilité de développer une néphropathie à IgA. Dès que les petits points, chaque point c'est un variant génétique fréquent, et dès que les points ils sont au-dessus de la ligne en tirée, ça veut dire que l'association elle est statistiquement significative. Donc si vous voyez le diagramme, vous voyez tout de suite qu'il y a plein de gènes qui sont associés à la susceptibilité de développer une néphropathie à IgA. Alors on ne va pas les détailler, mais la plupart d'entre eux, c'est des gènes de l'immunité adaptative, de l'immunité innée, des gènes qui sont impliqués dans l'inflammation des muqueuses, dans la sécrétion ou la fabrication des IgA et certains gènes également impliqués dans la glycosylation des immunoglobulines. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que le terrain génétique de susceptibilité pour la néphropathie à IgA, il est polygénique. Et si on regroupe 18 gènes de ce diagramme, on expliquerait environ 11% du phénotype. Donc ça veut dire que le terrain génétique de susceptibilité est présent, mais n'est pas suffisant pour développer la néphropathie à IgA. Donc il faut d'autres événements qui vont suivre pour développer la maladie rénale. Donc cette physiopathologie multihite, elle s'est complexifiée au fur et à mesure qu'on comprend mieux les étapes qui permettent l'émergence de la néphropathie. Et donc la plupart de l'amélioration des connaissances, elle prend place surtout dans le HIT1, les moyens qui permettent de synthétiser les IgA pathogènes, et également au niveau du HIT4, qui est la conséquence intrarénale du dépôt des immunoglobulines sur les phénomènes inflammatoires ou profibrotiques. Et donc pour le HIT1, ça consiste en la fabrication d'une IgA1 qui est dite galactose déficiente. Donc c'est l'IgA pathogène qui est au cœur de la physiopathologie de la néphropathie à IgA. Donc les IgA, c'est les immunoglobulines qui sont les plus fréquentes dans le corps. Il y en a un petit peu dans la circulation sanguine, mais la plupart, elles sont présentes à la surface des muqueuses. Et dans la néphropathie à IgA, on sait que c'est une IgA d'origine muqueuse parce que c'est une IgA qui est présente sous la forme dimérique et qui comporte au sein de ce dimère un composant dit composant sécrétoire, c'est ce qui est en orange et qui relie les deux immunoglobulines. Et donc ça, c'est un composant qui est du récepteur aux IgA qui reste collé à ce dimère quand l'IgA elle est sécrétée au niveau de la lumière des muqueuses. Donc on sait que dans la néphropathie IgA, c'est ce type d'immunoglobulines qui sont synthétisées en excès. Il y a deux sous-types d'IgA, et donc les IgA qui vont être responsables de la néphropathie IgA, ça va être les IgA de type 1, qui se différencient des IgA2 par cette région charnière qui est riche en motifs de haute glycosylation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces régions charnières, on a des acides aminés, donc c'est des sérines et des thréonines, qui sont le site de glycosylation par certaines enzymes. Et donc ces enzymes, elles vont agir les unes après les autres pour créer des sortes de motifs de glycosylation à la surface des immunoglobulines. Et comme cette région charnière elle est très grande, il y a beaucoup de motifs de glycosylation à la surface des IgA1. Donc dans la néphropathie IgA, il y a certains résidus galactose qui vont être manquants. Donc ça va aboutir à des patterns de glycosylation qui vont être anormaux au niveau de ces IgA1. Donc on dit que les IgA, ils sont galactose déficients. Et ces IgA galactose déficients, ils vont avoir des propriétés, notamment immunogènes, pour la formation des complexes IMA.
Cette glycosylation-là, on avait longtemps pensé qu'elle était surtout influencée par des facteurs de susceptibilité génétique qui faisaient que les enzymes qui interviennent dans la glycosylation de ces immunoglobulines, elles agissent de manière un peu dérégulée ou il y a une dérégulation de la balance entre l'activité de ces différentes enzymes. C'est peut-être vrai pour certains patients, mais maintenant on sait qu'il y a d'autres facteurs qui sont probablement beaucoup plus fréquemment associés dans les troubles de glycosylation des immunoglobulines et on le revoit juste après. Donc dans la néphropathie à IgA, si vous mesurez les paramètres immunitaires chez vos patients, vous allez retrouver parfois des IgA totaux qui vont être augmentés dans la circulation sanguine, mais ce n'est pas obligatoire. Vous allez retrouver une élévation également des IgA1, mais ce n'est pas obligatoire. Vous allez surtout retrouver une élévation des IgA1 galactose déficients. Et puis si vous mesuriez les IgA sécrétoires, ils seraient probablement également élevés. Donc c'est ces types d'IgA qui sont à la base de la physiopathologie de la néphropathie. Et donc on a fait pas mal de progrès sur la connaissance de pourquoi on développe aussi ces IgA1 galactose déficients. Et je vous invite à aller voir si ça vous intéresse le travail de l'équipe de Renato Montero qui a publié récemment que les IgA1 qui étaient présentes à l'intérieur des muqueuses, elles pouvaient être modifiées de manière acquise par l'action des bactéries qui avaient présent dans le microbiote. Et donc il y a certains types de bactéries. Alors dans ce papier, c'était les bactéries de type Akkermansia, mais ce n'est pas une propriété qui leur est propre. Il y a plein de bactéries qui possèdent ces propriétés de synthèse d'enzymes qui vont digérer les sucres à la surface des immunoglobulines. Et ça va modifier leur pattern de glycosylation et aboutir à la formation d'IgA hypogalactosidés. Ces IgA hypogalactosidés qui sont formés dans la lumière des muqueuses, ils vont être rétrotransloqués au niveau de la circulation plasmatique et donc ils vont perdre leur pouvoir d'être reconnus comme des IgA du soi et donc d'être tolérogènes. Donc ces IgA avec des patterns de glycosylation particuliers, ils vont être notamment reconnus par des auto-anticorps qui vont reconnaître cette région charnière qui est anormale et former ainsi des complexes humains dans la circulation. Donc ça a un petit peu changé le dogme qu'on avait pour la physiopathologie de la néphropathie à IgA en replaçant vraiment le rôle des muqueuses et du microbiote dans l'émergence de cette néphropathie. Alors ça peut être les muqueuses intestinales, mais également les muqueuses respiratoires ou ORL. Donc il y a plusieurs événements qui peuvent augmenter de manière transitoire la synthèse de ces IgA1 galactose déficients. Donc il y a des facteurs qui peuvent être environnementaux, par exemple l'exposition à certains antigènes, notamment alimentaires. Il y a des facteurs de susceptibilité génétique qui font que les patients ils ont des traits génétiques de susceptibilité à avoir une réponse inflammatoire digestive aux pathogènes qui peut être anormale, des paramètres d'inflammation muqueuse, des événements infectieux ou des dérégulations du microbiote qui vont contribuer à un environnement pro-inflammatoire local et qui va accélérer la présentation d'antigènes d'origine muqueuse ou pathogène aux cellules immunitaires. Donc cette présentation antigénique, elle est nécessaire dans notre fonctionnement normal pour pouvoir nous défendre contre les agents pathogènes extérieurs. Cette présentation, elle est en partie T-médiée, mais elle peut être également médiée par la synthèse de différentes cytokines. Et parmi les cytokines qui vont être importantes dans la néphropathie à IgA, on a cytokines April et BAF qui vont être des facteurs de la famille de TNF qui vont activer le lymphocyte B et puis accélérer sa survie, sa prolifération et sa maturation en plasmocytes, in fine sécréteurs d'anticorps de type IgA. Donc ça, c'est un axe qui est particulièrement important parce que ces plasmocytes qui vont être formés, ils vont sécréter ces IgA galactose déficients. Ces plasmocytes dans la néphropathie à IgA, ils vont
se localiser directement au niveau des muqueuses, mais ils ont également des soucis dits de homing, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces plasmocytes qui vont pas rester dans les muqueuses, mais qui vont aller dans la moelle, et peut-être même certains plasmocytes qui pourraient même élire domicile dans les reins. Donc il y a aussi une problématique chez les patients de plasmocytes qui sécrètent en quantité abondante ces IgA1 qui peuvent être hypogalactosidés, et en plus des plasmocytes qui vont se localiser dans des zones un petit peu anormales. Et donc il y a une dérégulation de l'immunité des muqueuses. Ces cytokines, elles sont importantes, les cytokines BAFF et April, elles sont très importantes dans la néphropathie IgA, puisque c'est des cytokines qui vont être impliquées dans la survie lymphocytaire B, dans la maturation du lymphocyte B pour BAFF, et puis pour la cytokine April, plutôt une action sur le lymphocyte B mature et le plasmocyte pour la sécrétion d'IgA spécifiquement. Et donc on a plein d'arguments pour dire que BAFF et April ils sont effectivement impliqués dans la néphropathie et IgA. Ces arguments, ils nous viennent notamment des études d'association pangénomique que je vous ai montré juste avant, parce que le locus génétique du gène April, hein, TNFS13, c'est April, ben, c'est un locus de susceptibilité de la néphropathie. Et puis si on regarde April chez les patients, ben, on voit que les patients qui ont une néphropathie IgA, ben, ils ont des taux d'April qui sont plus élevés contrairement, comparés aux donneurs sains, et que les patients qui ont une néphropathie IgA qui ont le taux d'April qui est le plus élevé, ben, c'est ceux qui vont avoir une forme plus progressive de la néphropathie, donc plus sévère. On sait également que dans les modèles murins, alors ça ici c'est un modèle de souris humanisé qui développe de manière spontanée une néphropathie IgA. Si on la traite par un anticorps qui cible April, eh ben, on va diminuer très fortement la synthèse des IgA, mais aussi des complexes humains qui contiennent les IgA. Et puis, si on regarde le développement de la maladie rénale, donc les souris qui n'ont plus de rôle d'April, elles ont un phénotype rénal qui est beaucoup plus léger, avec une diminution des dépôts et une diminution de la protéinurie. Donc on arrive à réverser le phénotype de néphropathie IgA qui apparaît spontanément normalement chez ces souris. Donc ces IgA1 galactose déficients, s'ils sont présents de manière isolée, ils ne sont pas forcément pathogènes. Parce que effectivement, quand vous regardez chez les apparentés de patients qui ont une néphropathie IgA, bah, vous allez avoir parfois des taux d'IgA1 galactose déficients qui vont être un petit peu élevés. Et pour autant, ces patients et ces apparentés, ils ne vont pas développer de néphropathie. Donc, ce n'est pas suffisant à lui tout seul. Donc, il va falloir deux autres hits, le hit 2 et le hit 3, qui va être la synthèse soit d'autres IgA qui vont venir se complexer ou en tout cas s'agréger avec les IgA1 galactose déficients, ou d'auto-anticorps, donc des IgG, des IgM, qui vont reconnaître spécifiquement la région charnière hypogalactosinée des IgA pathogènes. Et donc c'est la formation de ces complexes humains de très haut poids moléculaire qui est pathogène dans la néphropathie à IgA. Et donc si on regarde chez les patients avec une néphropathie comparée à des donneurs sains, en fait on retrouve des IgA galactose déficients chez les donneurs sains, mais par contre les complexes humains et les IgG anti-IgA1, en fait, ils sont retrouvés de manière beaucoup plus spécifique chez les patients. Donc c'est ça qui va être pathologique. Enfin, ces complexes humains qui sont présents dans la circulation plasmatique, donc c'est des taux qui sont relativement faibles, mais c'est des complexes humains de très haut poids moléculaire, ils vont venir se déposer dans le rein. Alors il y a pas mal d'hypothèses pour expliquer pourquoi ces complexes humains ils vont venir se mettre spécifiquement dans le rein. Donc probablement d'une part parce que la circulation, la microcirculation au niveau du glomérule, elle a des propriétés particulières qui font que les complexes humains ils sont plus à même de se déposer dans le mésangiome, que c'est d'autant plus vrai que ces complexes humains ils ont une charge négative forte et qui vont être attirés par le mésangiome, avec également peut-être également une contribution un rôle des récepteurs aux IgA ou de quelques antigènes spécifiques exprimés par les cellules mésangiales qui sont reconnus par les IgA des complexes humains.
Donc on sait que ces complexes immuns, quand ils vont se déposer dans le rein, ils vont se mettre vraiment juste au contact des cellules mésangiales. Et donc les cellules mésangiales qui vont être à proximité étroite de ces complexes, elles vont avoir un phénotype qui va être modifié. Donc elles vont s'activer, elles vont proliférer, elles vont se mettre à synthétiser de la matrice extracellulaire, qui va être responsable de l'hypertrophie mésangiale. Elles vont aussi synthétiser pas mal de cytokines qui vont être responsables d'un environnement inflammatoire particulier au niveau du rein, d'un recrutement des cellules immunitaires. Et puis, de manière un peu ultime, si elles sont trop agressées, donc elles vont engager des phénomènes de fibrose ou d'apoptose. Et donc tout ça, ça va contribuer à la destruction progressive du rein, d'autant plus que l'environnement inflammatoire agit également sur les autres cellules rénales, comme les podocytes, qui sont dans l'environnement immédiat. Donc ce qui va générer la néphropathie, c'est l'effet inflammatoire de ces complexes humains déposés dans le rein. Et donc ça va être un des mécanismes de progression de l'atteinte rénale. Et donc parmi les mécanismes de progression de l'atteinte rénale, on sait que le complément, qui est une voie de l'inflammation de l'immunité innée, c'est une des voies de progression de la néphropathie. Donc ça, on a des éléments forts qui nous disent que le complément est activé dans le rein des patients avec une néphropathie IgA, parce que notamment quand vous faites les biopsies, vous allez voir que chez plus de 90% des patients, bah, il y a des composants du complément comme du C3 sur les tissus rénaux. Donc ça veut dire que la cascade du complément s'est activée et qu'il y a eu des dépôts qui se sont formés à la surface des cellules. Mais on sait que si on regarde le complément de manière un peu plus générale, on verra qu'il n'y a pas que du C3, il y a aussi plein d'autres composants du complément qui sont déposés au niveau des tissus du patient. Donc vous imaginez bien que les cellules rénales, si elles ont des dépôts de compléments, ça va profondément modifier leur fonctionnement et que ça va contribuer à la destruction progressive des cellules du tissu rénal. La cascade du complément, quand elle s'active, elle ne va pas seulement générer des dépôts, mais elle va générer aussi pas mal de molécules qu'on appelle ici des anaphylatoxines, comme le C3A, le C5A, ou des produits d'activation qui vont être libérés dans le micro-environnement. Et ces molécules-là, elles vont être reconnues par des récepteurs qui sont exprimés sur la plupart des cellules du rein, mais également sur les cellules de l'immunité. Et donc l'activation du complément, c'est un médiateur fort pour le recrutement de cellules inflammatoires sur le site de l'activation du complément, donc dans le rein. Les cellules qui expriment le récepteur acétylatoxine en présence d'une activation du complément, bah, elles vont encore s'activer, elles vont synthétiser d'autres cytokines pro-inflammatoires, des cytokines pro-fibrosantes, et donc tout ça, ça va contribuer à la perte d'intégrité de la membrane de filtration glomérulaire que vous allez voir chez les patients. Donc le complément, c'est une des voies de l'inflammation importante de la progression de la néphropathie IgA. Donc on sait que si on coupe complètement la réponse rénale ou immunitaire à l'activation du complément chez des souris, bah, on allège complètement le phénotype de la maladie rénale. Donc on a encore des dépôts, mais on n'a plus d'inflammation et de lésions de prolifération mésangiale. On sait aussi que chez l'homme, plus les dépôts de compléments ils sont importants, bah, plus on a des formes pronostiques sévères avec des formes plus progressives. Et donc en conclusion, donc la néphropathie IgA, c'est une maladie fréquente avec une physiopathologie qui est extrêmement complexe et qui n'est pas encore complètement connue. On a un rôle de plus en plus important des muqueuses dans la physiopathologie. Et donc la meilleure compréhension des différentes étapes qui conduisent à l'émergence de la néphropathie, en fait, ça a complètement modifié notre approche thérapeutique, puisque maintenant on considère la néphropathie IgA comme une pathologie auto-inflammatoire, hein, voire auto-immune. Et donc ça a généré pas mal de possibilités thérapeutiques pour agir au niveau de ces différents hits. Et donc je vous laisse avec Pierre pour pouvoir vous présenter la prise en charge thérapeutique qui en découle.
Merci beaucoup Anna pour ce panorama, enfin, pour nous avoir éclairé la physiopathologie de la néphropathie IgA en 2025 du coup, puisqu'il y a eu quand même pas mal de découvertes récentes. Et donc, bon, on n'a pas trop le temps pour des questions, donc je vous invite à les poser sur le chat. Ou Anna, si tu es d'accord, pour y répondre du coup sur le module questions-réponses. Et donc, je vais donc j'ai le plaisir d'introduire donc Pierre Sherman, donc qui est, comme je disais, néphrologue au CHU de Bordeaux et qui incombe la lourde tâche de nous parler des traitements de la néphropathie IgA à l'heure actuelle en 25-30 minutes. Merci Pierre. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup Anna pour la belle introduction qui va me permettre de gagner du temps parce qu'effectivement, la prise en charge thérapeutique de la néphropathie IgA en 2025, ça se complexifie après des années sans rien. Et ben, on va voir qu'on a plein d'études et on va voir les limites aussi à tout ça. Tac. Tout d'abord, vous savez que tout ce qui va être dit par la suite se base en gros sur les Caligo 2025 qui sont sortis il y a peu de temps, que je vous invite à lire, qui sont plutôt bien faites, même si on n'a pas des réponses à toutes les questions que l'on souhaite actuellement. En tout cas, ça fait partie des choses à lire rapidement. Toutes les études que l'on va voir, on va se baser sur le principe de la surrogatie. Anna en a parlé un petit peu déjà. Mais effectivement, on accepte actuellement que la protéinurie dans la néphropathie IgA, et pas que maintenant, dans plusieurs néphropathies, c'est accepté comme un surrogate marqueur, c'est-à-dire que la protéinurie en soi, une baisse de la protéinurie, ça sera associé à une amélioration de la fonction rénale. Et on en est venu là parce que faire des essais cliniques sur les traitements en attendant des critères durs cliniques, eh ben, ce sont des essais trop longs et dans la néphropathie IgA, on a besoin de traitements rapidement. Et donc, en tout cas peut-être pas en France, mais dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, c'est accepté comme surrogate marqueur et comme marqueur intermédiaire. Vous verrez que toutes les études qu'on a actuellement, en premier lieu, on se base sur une réduction de la protéinurie. Si on part de la base pour la néphropathie IgA qui est prouvée, donc qui est primitive, on ne parlera pas des causes secondaires. La première chose à faire, ça va être la néphroprotection. La néphroprotection, elle est assez simple. C'est déjà ce qu'on connaît actuellement avec l'hypertension artérielle, les antiprotéinuriques et la prise en charge cardiovasculaire qui doit être un pan à part, mais total de la prise en charge des néphropathies IgA. Si on s'intéresse aux antiprotéinuriques, eh ben forcément, on va parler des IEC et des ARA2 en premier. Et si on regarde l'effet des inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, il y a des études anciennes qui sont intéressées à la néphropathie IgA, mais si on prend cette étude de Stop-IgAN, qui est une étude qui est allemande et donc avec une certaine rigueur, on s'aperçoit que sur les 337 patients qui étaient screenés initialement, après une phase où ils essayent de mettre les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone à pleine dose pendant 6 mois, et ben, d'emblée, on s'aperçoit qu'il reste plus que 162 patients qui ont une protéinurie pour laquelle ils sont incluables. Et donc, on arrive déjà à réduire de 52% les patients incluables. Probablement qu'il y avait également quelques pertes de DFG dedans. Mais en tout cas, les IEC et les ARA2, ça reste et ça fait partie intégrante de la prise en charge de la néphropathie IgA. Mettre des IEC et des ARA2, c'est bien, mais il faut penser surtout à les mettre à dose maximale. Et si on prend l'étude de Protect, on en reparlera plus tard, mais sur le sparsentan, à la phase initiale, à la randomisation, il y a 63% des patients qui sont à dose maximale, alors que c'est des patients qui sont déjà, qu'on veut inclure dans les essais, donc qu'on a envie de traiter. Et ben, à la fin du traitement, on s'aperçoit qu'il y a un 96% qui sont à dose maximale. Et donc, souvent, on n'est pas à dose maximale. En tout cas, on a des efforts à faire parce qu'on peut augmenter encore chez environ un tiers des patients pour réduire davantage la protéinurie de nos patients. Donc, on a des efforts à faire de ce côté-là. Après les IEC et ZARA2, dans la néphroprotection classique, maintenant, forcément, on a les inhibiteurs du SGLT2. Et les inhibiteurs du SGLT2, on a la dapagliflozine et l'empagliflozine. Pour la DAPA, vous connaissez sûrement cette étude DAPA-CKD et la sous-étude dans la néphropathie IgA, avec des résultats qui sont presque trop beaux, une réduction de plus de 70% du critère de jugement principal, qui était doublement de la créatinine, mise en dialyse, mort de cause rénale ou cardiovasculaire. Et dans Opakiné, on a une réduction qui est un petit peu moindre, mais une réduction de plus de 30% du critère de jugement principal. Et donc, avec des patients qui étaient également, quand on regarde les DFG et les protéinuries, de l'ordre de ceux que l'on trouve dans les autres études de néphropathie à IgA, peut-être un petit peu plus sévères sur le DFG. Donc, les glyphosines ont toute leur place dans la prise en charge de la néphropathie à IgA et on doit les introduire. Ensuite, il y a les anti-endothelines. Les anti-endothelines, donc,
ça agit sur le récepteur, notamment ETA. On ne joue pas sur le B, on a des antagonistes spécifiques du récepteur ETA. Et ça, c'est l'atrasentan et le zibotentan. Donc, c'est l'atrasentan surtout qui a été essayé dans l'IGA en tout cas, même si les zibotentan en phase 2. Et après, on va avoir le sparsentan qui, lui, va agir à la fois sur les récepteurs de type A de l'endothéline, mais également sur les récepteurs de l'angiotensine 2, et donc avoir un effet ARA2 en même temps. Donc, ça va être une molécule qui va avoir un effet combiné. Ces antagonistes au récepteur de l'endothéline, ils vont avoir un effet à la fois tubulo-interstitiel sur l'inflammation de la fibrose, mais également des effets glomérulaires sur la prolifération mésangiale, sur le cytosquelette, sur les podocytes, et également un effet endothélial. Et tous ces effets, c'est des effets qui vont être probablement bénéfiques pour les patients. Et quand on s'intéresse à l'étude de PROTECT, donc à l'étude du sparsentan, juste au passage, vous avez en haut, à droite des diapos, les pays dans lesquels les traitements ont été approuvés et la phase de l'étude. Et vous voyez que là, le sparsentan est déjà approuvé, par exemple, en Europe et aux États-Unis. C'est pas parce que c'est en Europe que c'est approuvé en France. Effectivement, en France, on ne l'a pas actuellement. Sinon, il y aurait un petit drapeau français. Donc, ce sparsentan, quand on regarde son efficacité, eh ben, sur la protéinurie, on obtient une réduction de la protéinurie de près de 50% versus de l'irbesartan 300 mg, donc à pleine dose, sur 400 patients avec une population essentiellement caucasienne. Donc une véritable efficacité sur la protéinurie, avec également sur la pente de DFG, une efficacité sur la pente chronique en tout cas, avec une efficacité qui est statistiquement significative. Et donc on espère la voir prochainement en France. À côté de ça, il y a l'atrasentan avec l'étude Aligne que vous avez peut-être vu passer récemment. Et donc l'atrasentan qui est juste un antagoniste des récepteurs de l'endothéline A, et ben, on obtient une réduction de près de 40% de la protéinurie versus placebo, mais les patients étaient tous sous IEC ou ARA2. Et donc encore une efficacité de ces récepteurs de l'endothéline qui font maintenant partie intégrante des recommandations pour la prise en charge de la néphropathie IgA. Enfin, il y a la finérénone qui apparaît dans les recommandations que vous avez déjà vues probablement dans la néphropathie diabétique. Eh ben, il y a par exemple deux études qui sont sorties ce mois-ci dans NDT. C'est des études de vraie vie, ce ne sont pas des études de phase 3 comme on pourrait l'espérer, mais déjà on s'aperçoit que en plus des IEC ou des ARA2, il y a une réduction de la protéinurie de plus de 30%, et il y a aussi cette étude où ils les ont associés aux inhibiteurs du SGLT2, et on voit qu'il y a un effet cumulatif des traitements avec une réduction de la protéinurie qui est de plus en plus efficace plus on met des traitements néphroprotecteurs, ce qui est finalement assez peu étonnant. À côté de cette partie néphroprotection de la néphropathie à IgA, on va juste faire une néphroprotection classique, et ben, il va falloir faire une prise en charge spécifique de la néphropathie. Et cette prise en charge spécifique, il va y avoir deux pans. Un pan qui va diminuer la production d'IgA pathologique et à côté de ça, diminuer l'inflammation, notamment glomérulaire, qui est responsable de la néphropathie et de la dégradation de la fonction rénale. Pour ça, ben, le premier traitement, forcément, c'est corticostéroïdes. Et pour les corticostéroïdes, on revient sur cette étude Stopigan, cette étude Stopigan qui était donc une étude allemande qui était assez complexe parce que c'était des patients qui avaient une néphropathie IgA où le temps déjà entre la biopsie et le traitement était extrêmement variable et d'ailleurs on n'a pas l'information au final. Et soit ils avaient plus de 60 de DFG et à ce moment-là ils avaient des corticoïdes, soit ils avaient entre 30 et 60 et ils avaient du cyclophosphamide puis de l'aziatoprine. Donc déjà une population qui est difficile à être homogène, avec un critère de jugement qui était double, à la fois une réduction de la protéinurie très stricte, inférieure à 0,2 g par gramme, et une baisse du DFG de plus de 15 minutes, et ben, cette étude est négative. Mais quand on regarde les paramètres pris un par un sur le DFG, pas d'efficacité. Par contre, sur la protéinurie, en tout cas, on a l'impression qu'il y a peut-être une efficacité sur le petit p en soi, mais on n'a pas été très convaincu par cette étude, même si c'est une étude qui est extrêmement rigoureuse, ça reste une étude très complexe. Et ce que je vous disais, c'est que le délai entre la ponction biopsie rénale et le traitement n'est pas donné. Et forcément, mettre des corticoïdes sur quelqu'un qui a uniquement des lésions séquelaires, probablement que ça ne peut pas marcher. Donc notre petit comprimé de cortencil, eh ben, c'est le moment où on l'a mis au placard. Heureusement qu'il y a cette étude chinoise avec cette étude testing. Alors ça, c'est le round 1, c'est l'étude où ils ont mis chez les patients qui avaient une biopsie, alors là, pour le coup, récente, hein, dans les 6 mois,
des stéroïdes 1 mg kilo, et cette étude qui avait l'air de marcher, en tout cas sur les critères rénaux, a dû être arrêtée précocement pour des effets indésirables. Et ces effets indésirables, c'était essentiellement des infections, et notamment des pneumocystoses. C'est pour ça qu'ils ont fait la deuxième version de testing, avec cette fois-ci à 0,5 mg kilo, et une décroissance pour avoir au total 6 à 8 mois de corticoïdes. Ils ont réussi à inclure au total 500 patients suivis pendant plus de 4 ans et les patients devaient avoir systématiquement du Bactrim, en tout cas une prophylaxie contre la pneumocystose, dans leur traitement. Quand on s'intéresse à l'entièreté de la population, donc ceux qui étaient en testing 1 et testing 2, eh ben, on obtient une réduction du critère de jugement principal qui était une baisse du DFG de plus de 40%, une insuffisance rénale terminale ou une mort de cause rénale, donc une réelle efficacité de la corticothérapie. Et si on s'intéresse que chez les patients qui ont eu la dose réduite de corticoïdes, donc la deuxième partie de la cohorte, eh ben, on a une réduction du risque relatif qui est encore plus impressionnante. Si on regarde en sous-groupe, parce que je dis que c'était une étude essentiellement chinoise, mais il y avait également des Australiens, et ben, il y a environ un quart de la population, peut-être un tout petit peu moins, qui n'était pas asiatique, et en sous-groupe, ça a l'air de marcher également. Les forces de cette étude, c'est vraiment le temps court entre la biopsie rénale et le traitement, et on a réussi à limiter les effets secondaires avec le Bactrim. Par contre, on n'utilise pas les données histologiques et le protocole a été changé en cours de route. Mais quand même, c'est le moment où le cortencile sort tel un phénix, ressort. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis probablement à le represcrire un petit peu plus. À côté des corticostéroïdes, eh ben, on va avoir les inhibiteurs du complément. Anna nous le disait juste avant, il y a une activation du complément, que ce soit la voie alterne essentiellement, mais la voie lélectine et un tout petit peu la voie classique. Et donc, forcément, les industries ont voulu tester ces traitements. L'iptacopan a été testé et publié l'année dernière, donc c'est l'étude APPLOSE, et donc l'iptacopan c'est un antifacteur B, et donc là 220 patients par groupe, et le délai de biopsie c'était environ 1 an, c'est les patients qui sont toujours protéinuriques à plus d'1 gramme et qui ont des DFG supérieurs à 30. Ils étaient bien traités par un inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone, et on obtient une réduction de la protéinurie d'environ 40%, donc une franche efficacité de l'iptacopan pour les patients qui ont une néphropathie à IgA, ce qui fait qu'il a été approuvé notamment aux États-Unis. À côté de ça, c'est une étude, alors cette fois-ci qui est de phase 2, qui est le ravulizumab qu'on connaît déjà, et c'est l'étude Sanctuary, et donc c'était une étude qui est de plus petits effectifs parce que pour le moment c'est que la phase 2, et au bout de 26 semaines de traitement, et ben pareil, on obtient une réduction de la protéinurie de près de 40% chez les patients qui sont traités, et quand on regarde la pente de DFG à 26 semaines, et ben il y a une différence de 5 minutes par an, bah, sur 6 mois, donc possiblement un peu plus, mais une efficacité également sur le DFG, donc des traitements qui sont probablement prometteurs. À côté des inhibiteurs du complément qui servent à diminuer l'inflammation, et ben on va essayer de diminuer la production d'IgA, et notamment on va parler un petit peu du budesonide. Le budesonide, le but, c'est de viser le galt. Anna nous l'a dit avant, en tout cas au niveau des plaques de Peyer, c'est vraiment là que ça va se passer probablement. Et le but, c'est d'avoir une corticothérapie à action locale pour éviter d'avoir des effets indésirables. Et le passage systémique est annoncé comme faible. Néanmoins, dans les effets secondaires des traitements, ben, les patients ont quand même de l'acné, etc. Donc probablement des traitements qui ont quand même un vrai passage systémique. La première partie, c'était les résultats à 9 mois. Donc, les patients sont traités pendant 9 mois et ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y avait une réduction de la protéinurie de près de 27% chez les patients, toujours avec des DFG à plus de 35 minutes et une protéinurie à plus de 1 gramme, essentiellement des caucasiens. Et à partir de ce moment-là, ça a été approuvé par la FDA et également par les autorités européennes, mais pas françaises. Si on s'intéresse à l'effet, cette fois-ci à 2 ans, donc la deuxième partie, sur la protéinurie toujours, eh ben, lorsque l'on arrête le traitement à 9 mois, on s'aperçoit qu'il y a encore une baisse de la protéinurie qui apparaît pour atteindre autour de 50%. Et on voit que c'est un effet qui est uniquement suspensif parce que progressivement, la protéinurie a tendance à remonter dans le temps. Donc, un traitement qui marche, peu d'effets secondaires, mais uniquement suspensif. Quand on regarde sur la pente de DFG, eh ben, sur la première partie, après une petite hausse du DFG, on a quand même l'impression que les pentes de DFG sont assez parallèles, mais le gain qu'il y a eu initialement, qui est d'environ 5 minutes, eh ben, les patients le gardent dans le temps, et 5 minutes dans le temps, ça peut faire quand même plusieurs années, possiblement sans nécessité de dialyse.
Après ce budesonide qui va diminuer donc la production d'IgA et l'inflammation locale, eh ben, on a les anti-BAFF April dont Anna nous parlait tout à l'heure avec BAFF et April. D'abord April qui va servir à la fois à la commutation de classe pour favoriser la production d'IgA et également à la survie des cellules des plasmocytes, des plasmablastes et leur différenciation. Eh ben, on a deux molécules pour cela. Il y a le cibépranlimab et le zigakibart. Si on s'intéresse au cibépranlimab, pour lequel on attend dans 3 jours l'autorisation possiblement aux États-Unis, avec une étude qui vient d'être publiée lors de l'ASN, on a une réduction de la protéinurie, en tout cas, qui est de l'ordre de 50%, sachant que les critères d'inclusion étaient toujours les mêmes, avec une population qui était caucasienne également. Et quand on regarde est-ce que ça a une efficacité sur les IgA1, eh bien effectivement, on les réduit de près de 70% chez les patients qui ont eu du cibépranlimab. Donc, on réduit vraiment la production d'IgA1 et on réduit la protéinurie et probablement qu'on va avoir des effets également sur la pente de DFG dans un deuxième temps, mais on n'a pas encore ces résultats. Le zigakibart, lui, c'est uniquement une phase 2 et donc avait été utilisé uniquement seul, pas de placebo contre lui. Et on obtient également une protéinurie, une réduction qui est du même ordre de grandeur d'environ 60%, avec une pente de DFG chez les patients qui est plutôt favorable. Et donc, on est vraiment sur des traitements qui sont extrêmement prometteurs. Si on s'intéresse maintenant à tout ce qui est TACI, donc des anti-BAFF et anti-April qui vont également jouer sur les cellules B plus immatures. Et donc là, on va avoir l'atacicept, pardon, le povetacicept et le telitacicept. Notamment, vous en avez vu passer dans le lupus récemment, et ben, c'est le même principe. Et si on s'intéresse à l'atacicept, et ben, on obtient une réduction de la protéinurie du même ordre de grandeur que les anti-April, de l'ordre de proche de 50% de réduction. Et quand on regarde sur l'hématurie, qui va être un marqueur qui va devenir de plus important, et ben, de plus en plus important, on a une réduction de près de 80% de l'hématurie chez les patients qui sont traités. Et donc, on arrive sur des traitements qui, on a l'impression qu'on va obtenir des franches rémissions chez nos patients, qui seront même plus hématuriques et donc qui vont avoir un pronostic rénal, on l'espère, bien meilleur. Ce qui est du povetacicept et du telitacicept, eh ben, les deux, c'est les études de phase 2 avec des réductions de la protéinurie qui sont, en tout cas pour povetacicept, du même ordre de grandeur que l'atacicept. Et quand on regarde pour le telitacicept, peut-être un tout petit peu moins, encore que pour les doses les plus hautes, on s'approche des 50% de réduction de la protéinurie. Donc, on va avoir ces anti-BAFF, anti-April qui vont diminuer la production d'IgA. Et enfin, une dernière solution, ça va être la déplétion B. Anna nous a bien dit qu'il y avait ces plasmocytes sécréteurs d'IgA. Et une des solutions, ça va être de faire une déplétion B, notamment des plasmocytes. Et pour ça, on a les anti-CD38 avec le felzartamab. C'est une phase 2 également, et on s'aperçoit qu'on arrive à obtenir des diminutions de la protéinurie de l'ordre de 40 à 50% également avec ce genre de traitement. Et quand on regarde sur le DFG, eh ben, le placebo qui est en noir a une pente de DFG qui est très défavorable par rapport aux autres traitements où on a l'impression qu'on arrive à stabiliser ou en tout cas avoir une pente de DFG qui est bien meilleure et donc un pronostic rénal sur le long terme qui est probablement meilleur. Donc finalement, voici un peu tout le panel de traitements qu'on va avoir, en tout cas qui sont testés sur des phases 2 ou 3 actuellement dans la néphropathie IgA. Et à côté de ça, il y a le MMF que j'ai mis un petit peu à part parce que le MMF a été testé dans une population particulière qui est uniquement une population chinoise. Et donc chez ces patients-là, où il y a 85 patients par groupe, avec des DFG qui étaient préservés, mais qui sont très protéinuriques, avec des patients qui sont très plus inflammatoires, comme le disait Anna avant, eh ben, le MMF permet une réduction du critère de jugement principal qui était un doublement de la créatinine, une insuffisance rénale terminale, un décès de cause rénale ou cardiaque de près de 80%. Et donc une efficacité dans cette sous-population de patients. Et quand on regarde sur la protéinurie, une réduction de près de 60% de la protéinurie, et donc 29% de réduction de plus de la protéinurie versus le placebo. Donc c'est pour ça qu'on le met un petit peu à part le MMF. Maintenant, comment savoir finalement qui traiter dans nos patients? Eh ben, est-ce qu'il faut se baser sur le MEST-C? Eh ben, ça, c'est peut-être juste une intuition, mais est-ce que c'est une intuition qu'il faut suivre?
Eh ben, peut-être qu'il y a un intérêt de la napate. En tout cas, cette série japonaise, où il y a un peu plus de 350 patients, à regarder chez les patients qui, en fonction de leur anapate, est-ce qu'il y avait un intérêt ou non de faire des corticoïdes. Et pour ça, ils ont fait un score de propension. Et on s'aperçoit que les patients les plus inflammatoires, donc les C1, C2 et les E1 notamment, il y aurait potentiellement un intérêt des corticoïdes, mais également peut-être de manière un peu plus surprenante, notamment les S1, où on se dit que souvent que c'est des lésions séquelaires. Mais est-ce que ça ne serait pas une podocytopathie en lien avec la néphropathie IgA sur lesquelles on a une efficacité? On ne sait pas. Va falloir encore attendre un peu pour savoir s'il faut se baser sur la napate, même si notre intuition nous fait dire que quand on voit des croissants, on a envie de traiter et d'être agressif. Et ben, en France, il y a l'essai Tiger qui est clôturé pour lequel on attend les résultats prochainement. Et au niveau européen, c'est plutôt un essai italien où en fonction de la napate, et notamment s'ils sont C1 ou E1, ils auront une corticothérapie ou un placebo. Et si c'est plus chronique, ça sera uniquement de la néphroprotection. Et cet essai est encore en cours et on attendra les résultats pour savoir si on peut se fier à la NAPAT pour traiter. Quels sont les objectifs du traitement? Les CADIGO nous donnent des objectifs qui sont de perdre moins de 1 minute par an, donc d'avoir une perte de DFG qui est en gros physiologique, avec à côté de ça une protéinurie qui est inférieure à 0,5 g par jour, voire peut-être même obtenir une protéinurie inférieure à 0,3 g par jour. Et c'est là où il faut peut-être faire attention à ce que l'on dit en termes de protéinurie, notamment si on reprend les données de radar que nous avons montrées à Anna tout à l'heure, on s'aperçoit effectivement que les patients qui sont les moins protéinuriques ont quand même à environ 15 ans 30 à 40% des patients qui se retrouvent avec une insuffisance rénale terminale. Et possiblement que tous les patients, on a pris la protéinurie comme surrogate marqueur. Très bien, c'est un bon marqueur de la protection rénale dans le temps. Néanmoins, est-ce que tous les traitements ont la même efficacité sur la protéinurie? Est-ce que diminuer la protéinurie avec un traitement qui diminue la production d'IgA, où il n'y a plus de trigger actif, fait la même chose sur le long terme qu'un traitement qui est uniquement hémodynamique? Ben, on n'a pas la réponse, mais effectivement, les CADIGO commencent à nous dire peut-être que cette protéinurie séquelaire, faudra aussi également voir en fonction des traitements qui ont été réalisés. Et à côté de ça, c'est aussi recommandé d'essayer d'obtenir une disparition de l'hématurie chez nos patients. Alors, c'est extrêmement difficile, mais par contre, on s'aperçoit qu'avec les anti-BAFF et April, on obtient des réductions de cette hématurie qui devient vraiment significative. Et donc, peut-être va réussir à mettre en rémission nos patients avec probablement des effets uniquement suspensifs. Finalement, devant tout ça, comment je fais pour choisir mon traitement devant une néphropathie IgA? Si on a tout ce panel de traitements, eh ben, la première chose, c'est que actuellement, on n'a aucune comparaison en face-to-face des traitements. On a des essais, on a des phases 3 qui ont l'air de très bien marcher, des traitements qui ont l'air très séduisants avec une physiopathe qui, en tout cas, correspond à l'effet qu'on attend en fonction de la physiopathe. Mais pour autant, eh ben, on ne sait pas lequel privilégier et aucun va être comparé à l'autre. Donc, pour le moment, on est un petit peu perdu. Maintenant, si on se met en France et qu'on regarde à peu près les traitements que l'on a en France, eh ben déjà, on peut en supprimer quelques-uns. Effectivement, on a les IECRA2, les inhibiteurs du SGLT2, les corticostéroïdes, des inhibiteurs du complément, on en a, mais on a le ravulizumab, par exemple. Et la déplétion B, eh ben, même si on n'a pas le felzartamab, on a d'autres traitements, d'autres anti-CD38 qu'on pourrait utiliser, et les MMF. Maintenant, si on s'intéresse aux traitements que l'on a en France et pour lesquels on a une phase 3 qui a prouvé leur efficacité, eh ben, on a les corticostéroïdes, les IEC et les inhibiteurs de SGLT2 qui sont disponibles. Et finalement, on revient en France, en tout cas actuellement, sur les CADIGO de 2021 qui sont les traitements par néphroprotection et pour les cas pour lesquels il y a une protéinurie à plus d'1 gramme, un DFG à plus de 30 et on pense qu'ils sont à risque de progression. À ce moment-là, on peut proposer les corticostéroïdes. Et donc, on revient toujours à inclure les patients dans les essais cliniques, qui était finalement la première étape des CADIGO de 2021. Mais actuellement, en France, c'est toujours ça le gold standard parce qu'on n'a pas accès à des traitements spécifiques de manière courante. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh ben, c'est que bien réaliser un traitement par bloqueur du système rénine-angiotensin d'aldostérone et glyphosine, c'est efficace. On arrive à baisser franchement les protéinuries.
On assiste à une révolution dans les traitements, mais le positionnement et la durée de chaque traitement n'est pas défini. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont jamais été comparés l'un versus l'autre. Et surtout, est-ce que c'est des traitements uniquement suspensifs? Est-ce qu'il faudra refaire ces thérapies dans le temps? Probablement que oui, mais on n'en a pour le moment aucune idée. Probablement que toutes les baisses de protéinurie ne se valent pas, effectivement, ce que je vous disais. Probablement qu'une baisse de la protéinurie sur des effets uniquement hémodynamiques chez les patients qui ont toujours une maladie active par ailleurs, eh ben, entraîne toujours des lésions sur le long terme. Par contre, une réduction de la protéinurie avec des traitements qui sont spécifiques et qui empêchent la production d'IgA, eh ben, probablement que ces protéinuries-là qui baissent et cette hématurie qui disparaît sera plus bénéfique dans le temps pour les patients. L'histologie, on se base souvent dessus, en tout cas pour la réflexion en termes de traitement, mais pour le moment, c'est pas reconnu comme un critère de traitement, même si notre bon sens nous dirait possiblement que oui, mais il y a toujours le biais d'échantillonnage et on ne sait pas ce que ça donne les traitements qui sont testés, notamment les phases 3, en fonction de l'anapathe. Et enfin, le plus important, je pense qu'actuellement, c'est de poursuivre les inclusions dans les essais cliniques parce qu'on peut proposer ces traitements aux patients et ça permet à nos patients de pouvoir avoir des thérapies innovantes pour lesquelles on n'a pas accès tous les jours. Merci de votre attention et s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup Pierre pour cette revue de la littérature très complète et puis des recommandations récentes. Juste très rapidement, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat, est-ce qu'on a des données de sécurité sur les effets secondaires potentiels des anti-BAF et April? Oui, il y a des données de sécurité qui sont plutôt rassurantes, hormis des infections, notamment ORL essentiellement. Sinon, il n'y a vraiment pas plus d'infections sévères. Et que ça soit alors dans l'IgA, mais également dans le lupus, si vous avez vu passer le papier récent dans le New England, c'est des traitements qui sont finalement assez sûrs. Et nous, on a inclus des patients dans les protocoles. Et vraiment, aucun effet indésirable et même pas plus de rhinite ou d'infection ORL à déclarer, en tout cas pour l'expérience locale, mais c'est ce qui ressort dans les papiers. Donc vraiment facile d'utilisation, assez sûr, peu d'effets secondaires. Super, bah merci beaucoup. Bon, on va passer au dernier topo. S'il y a des gens qui ont des questions, il y en a une. Pierre, si tu peux lui répondre sur le chat pour qu'on Oui, avance. pas de problème. Et donc du coup, bah, donc pour le dernier topo, merci Valentin d'avoir accepté l'invitation. Donc Valentin Maison est chef de clinique à Tours et il s'intéresse pas mal à la vascularité IgA et il va nous en parler aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel pour l'introduction. Là, vous avez eu des topos très pédagogiques avec beaucoup des grosses cohortes de malades et tout, avec des grosses études. La vascularité IgA de l'adulte, ce à quoi on va s'intéresser ce soir, vous allez voir que c'est pas du tout ça. C'est une maladie qui est beaucoup plus rare. En tout cas, encore une fois, je reprécise chez l'adulte parce que c'est pas exactement la même maladie que chez l'enfant. Et ça n'a pas du tout la même fréquence, hein. C'est une maladie qui est évidemment beaucoup plus fréquente chez les enfants. L'idée de ce topo, c'est que, comme l'a fait remarquer Pierre, les CADIGO sont sortis sur la néphropathie IgA, mais il y avait également une petite partie sur la vascularité IgA. C'était l'occasion de faire une petite synthèse, d'autant qu'on travaille avec EGAVAS, qui est le groupe européen des vascularites, sur des recommandations qui devraient sortir bientôt. Donc voilà, c'est une bonne occasion de comparer les deux et puis de faire une petite synthèse pour votre pratique clinique. Donc des petites généralités sur la vascularité IgA de l'adulte. C'est une vascularite des petits vaisseaux avec des complexes humains contenant des IgA1. Au niveau de la physiopathe, on a enfin, Anna en a un petit peu parlé, mais globalement, on n'arrive pas à bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces formes de type vascularite versus des formes uniquement à tropisme rénaux. Et donc tout le champ de la recherche est ouvert pour qu'on arrive à bien comprendre ce qui se passe. Souvent, c'est des formes secondaires chez l'adulte avec des infections en priorité, mais également des cancers et des médicaments. Donc, un des principes qu'on rappellera par la suite, c'est qu'il faut essayer de traquer systématiquement ces formes secondaires lorsque vous êtes face à une vascularité IgA de l'adulte. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les études une saisonnalité
automnale et hivernale, du fait notamment de ces infections probablement. Il y a un sexe ratio homme-femme de 1,5, il y a un âge moyen de 50 ans, et il y a des pronostics à court terme qui sont conditionnés par l'atteinte digestive et à long terme conditionnés par l'atteinte rénale. Il y a un vrai polymorphisme de la vascularité agitale de l'adulte. Il y a des formes donc articulaires, hein, surtout à 80%. Il y a également des formes rénales avec impossibilité de distinguer sur l'anapathe, si vous n'avez pas le contexte clinique, votre vascularité IgA de votre néphropathie IgA. Des formes digestives, évidemment, avec notamment des saignements digestifs. Des formes urogénitales avec des orchites, des urétrites. Quelques formes pulmonaires, mais ça c'est vraiment rarissime, tout comme les formes neurologiques. Donc voilà, surtout finalement la peau, les articulations, le tube digestif et le rein, avec, vous verrez des statistiques qui diffèrent un petit peu sur le rein, parce qu'en fait les définitions de l'atteinte rénale ne sont pas forcément homogènes selon les études. Donc voilà, mais c'est pas rare en tout cas de l'atteinte rénale. Enfin, pour terminer un petit peu cette introduction, comme je le disais tout à l'heure, il y a très peu de données de médecine factuelle, evidence-based medicine, sur tout ce que je vais vous montrer. Donc ça se base sur des cohortes qui sont assez restreintes et surtout, il y a un seul essai randomisé contrôlé qui est négatif, mais qui avait finalement pas inclus assez de malades. Donc négatif, mais avec le bémol qu'on aurait aimé qu'il y ait plus de gens et que le nombre de sujets nécessaires soit atteint. Et ça concernait l'efficacité du cyclophosphamide, on verra ça un petit peu plus tard. Dans les formes pédiatriques de la vascularité GA, il y a des recommandations qui ont été élaborées notamment par Ceza Ozen, qui est en Turquie et qui est une des leaders sur le sujet en Europe de cette vascularité GA côté pédiatrique. Donc les CADIGO, c'est des recommandations internationales, mais principalement quand même américaines. Donc on va voir un petit peu sur ce qu'elle dit sur cette vascularité IgA. Déjà sur le diagnostic, ces recommandations de Cadigo, elle rappelle qu'il n'y a pas de critères diagnostiques validés chez l'adulte, que le diagnostic de néphropathie liée à la vascularité IgA se fait uniquement avec la PPR, donc ça on n'apprend pas grand-chose. En revanche, il précise un petit peu les indications. Lorsque vous avez une vascularité IgA, vous vous demandez est-ce que je dois biopsier le malade ou pas. Les indications PBR posées finalement par les CADIGO, c'est une protéinurie à plus de 0,5 g par jour qui est persistante plus de 4 semaines. Donc il recommande quand même d'attendre un petit peu avant de biopsier les malades. Et puis une dégradation ou une dégradation de la fonction rénale ou évidemment un phénotype de GNRP. Dans ce cas-là, il faut aller à la biopsie si vous n'avez pas de contre-indication. Et puis il rappelle évidemment de screener les causes secondaires selon l'âge et les sexes. Et ça c'est vraiment très très important. Encore, je vais le répéter plusieurs fois dans ce topo, mais quand vous avez une vascularité GA de l'adulte, il faut absolument chercher des causes secondaires adaptées évidemment avec l'âge et le sexe. Sur le pronostic, en fait, on verra l'étude un petit peu tout à l'heure, mais l'utilisation du score d'Oxford, le MEST, a été étudié récemment dans une étude qui a été publiée dans le site JASN. Et cette étude montre finalement que les lésions endocapillaires sont associées à une amélioration initiale du phénotype rénal, puis il y a un déclin progressif de la fonction rénale chez des patients traités par immunosuppresseurs. Donc finalement, ces lésions endothéliales sont peut-être intéressantes, mais en tout cas, les recommandations CADIGO ne valident pas l'utilisation du MEST dans la vascularité GA de l'adulte. Et puis, il recommande de ne pas utiliser ce que vous a présenté Anna, c'est-à-dire l'IgAN Prediction Tool, dans cette vascularité GA. Donc, vous voyez que les CADIGO, c'est beaucoup, bah voilà, ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on n'a pas assez de données, mais on n'a pas beaucoup, beaucoup de choses sur ce qu'il faut vraiment faire. En termes de traitement, les CADIGO disent que les patients avec une protéinurie à plus de 0,5 g par jour sont des patients à risque de progression. Si les corticoïdes sont indiqués, ils préconisent plutôt un schéma à dose réduite avec une prophylaxie anti-infectieuse associée. Il n'y a pas assez d'évidence selon eux donc, pour baser le traitement sur le MESCOR ou sur la présence de croissants extracapillaires. Et puis évidemment, il y a tout un rappel sur les CADIGO, sur l'hygiène de vie, sur le contrôle de la pression artérielle, sur les bloqueurs du STRA et sur les inhibiteurs de SGLT2. Sur cette diapo, vous voyez l'essai César, donc c'est le fameux essai mené en France, notamment par Evangeline Pibou, où on avait un nombre de sujets nécessaires à 200 patients et finalement il y a seulement 54 malades qui ont été inclus. Donc difficile
de conclure à l'efficacité du cyclophosphamide versus corticoïde seul, donc l'association corticoïde et cyclophosphamide versus corticoïde seul chez ces patients, sachant que l'essai n'a pas été jusqu'à son terme et qu'il était négatif, mais probablement faute de puissance. Ensuite, sur la GNRP, les recommandations CADIGO recommandent de traiter comme des vascularites en cas faute d'essai randomisé. Donc, s'il y a atteintes sévères d'autres organes, donc par exemple les atteintes pulmonaires qui sont assez rares, les atteintes gastro-intestinales par contre qui sont plus fréquentes et qui peuvent être vraiment très graves avec des patients qui saignent, qui font des hémorragies digestives, ou alors des formes cutanées graves. Donc les formes cutanées graves, c'est des patients qui vont avoir des grosses nécroses étendues cutanées. Ils préconisent de considérer d'autres immunosuppresseurs et donc de se reporter aux recommandations d'autres sociétés savantes que les sociétés savantes de néphrologie. Et puis, il précise enfin que le bénéfice des échanges plasmatiques sont inconnus. Les échanges plasmatiques dans les vascularites IgA, c'est des petites séries ou alors des case reports. Donc finalement, on a vraiment assez peu de données sur ça. Je vous ai remis sur la diapo un peu la prise en charge selon les catégories 2024 des vascularités en cas, donc qui sont selon eux à utiliser en cas de vascularité IgA, donc Ritux ou cyclophosphamide ou l'association Ritux-cyclophosphamide en première intention avec les corticoïdes. Donc finalement, quand on finit de lire ces recommandations Cadigo, on a un petit peu, comme dans Pulp Fiction, on se demande un petit peu ce qui se passe. Et donc vous verrez que les... Alors j'ai un conflit d'intérêt puisque j'ai participé à ces recommandations, mais les recommandations EVAS se positionnent un petit peu plus, peut-être à tort, hein, parce qu'on pourrait nous dire que effectivement il faut quand même baser notre médecine sur des preuves et sur des données qui sont tangibles. Mais voilà, il y a un peu plus de choses qui seront avancées dans ces recommandations EVAS du groupe européen pour l'étude des vascularites. Donc il y a 14 recommandations qui ont été approuvées donc, par un groupe d'experts européens avec une méthode Delphi. Et donc elles sont actuellement en révision dans Nature Review Rhumatology pour publication. Le groupe, il est le suivant. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'experts européens. Il y a quelques néphrologues. Donc, il y a Alexandre Carras, il y a Noémie Jour de Chiche, il y a Évangéline Pibou, évidemment. Et donc, on a tous travaillé sous la coordination du professeur Alexandra Audemars-Verger, qui est professeur de médecine interne à Tours et qui m'a un petit peu entraîné dans tous ces travaux de recherche. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu intéressé à la vascularité IgA de l'adulte. Les premières recommandations, donc, elles portent sur le diagnostic de la vascularité IgA. Le fait est que, il faut avoir évidemment des signes cliniques, notamment le purpura, qui est vraiment un signe cardinal et qui est essentiel à diagnostiquer notre vascularité IgA, qu'éventuellement il peut y avoir d'autres atteintes d'organes, comme on l'a dit, les atteintes articulaires et digestives, éventuellement des signes biologiques, avec effectivement des augmentations de la créatinine au niveau néphrologique. Il peut y avoir une augmentation isolée des IgA sériques, mais c'est pas obligatoire. Et puis, il peut y avoir une augmentation de la CRP, mais de nouveau, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est assez important dans ces vascularités IgA de l'adulte, c'est de éliminer trois diagnostics différentiels principaux, qui sont la cryo, les ANCA et l'endocardite infectieuse. C'est vraiment très très important pour faire le diagnostic, d'autant que la preuve histologique de la vascularité IgA, elle se fait surtout sur la biopsie de peau, éventuellement sur la PBR, sachant qu'on ne fait pas de biopsie gastro-intestinale, mais parfois sur cette biopsie de peau, on va le revoir juste après, on ne retrouve pas d'IgA pour différentes raisons. Donc il faut systématiquement screener la cryo, systématiquement screener les encas pour éliminer et éventuellement aussi, s'il y a le moindre doute, éliminer une endocardite infectieuse. Toujours rechercher les triggers et éventuellement des maladies qui peuvent être associées comme la diana, la cirrhose, la spondylarthrite ankylosante, pardon, des MGUS, des cancers muqueux. Il faut les éliminer et rechercher le trigger qui peuvent être des vaccins, des infections, des médicaments ou éventuellement des cancers. En tout cas, ce que disent ces recommandations, c'est que la preuve histologique n'est pas essentielle. C'est-à-dire qu'on peut faire poser un diagnostic de vascularité IgA à condition d'avoir éliminé nos diagnostics différentiels et sans preuve histologique tangible.
Donc, un petit rappel juste sur les biopsies cutanées. Il faut faire deux biopsies qu'on envoie à l'état frais pour pouvoir faire l'immunofluorescence. Et le grand message que j'ai à vous passer aujourd'hui, c'est que faut essayer de biopsier des lésions qui sont fraîches. Il y a beaucoup de faux négatifs en fait sur des lésions qui sont un peu vieillies. Alors des fois on n'a pas le choix, hein. Le patient il vient, il a du purpura depuis 3 mois. Nous on en a eu un dans le service il y a pas si longtemps. Mais plus vos lésions sont anciennes et plus vous risquez d'avoir un faux négatif sur vos biopsies cutanées. Dans les séries, c'est à peu près 20% des biopsies cutanées qui montrent des IgA négatifs, enfin, des immunofluorescences négatives pour l'IgA. Donc voilà, encore une fois, l'absence d'IgA sur votre biopsie de peau n'élimine pas votre diagnostic. Nos recommandations EVAS, elles proposent également d'utiliser les critères ELAR Printo Press Ankara 2008, qui sont des critères en fait à la base pédiatrique qui viennent d'être validés dans une étude turque de RMD Open, donc de l'équipe toujours de César Ozen. Donc ils ont pris une très grosse cohorte, il y avait plus de 1700 malades si je me rappelle bien, avec des patients qui avaient des vascularites de différents types de petits vaisseaux et ils testaient ces critères. Donc les critères sont les suivants, il faut avoir un purpura vasculaire et puis au moins un des quatre critères avec soit l'atteinte finalement abdominale, soit une histologie compatible sur la peau ou dans le rein, soit des arthrites, soit une implication rénale finalement. Et en fait, ce qu'on voyait bien dans l'étude, c'est que la sensibilité et la spécificité étaient très fortement renforcées à partir du moment où on éliminait la cryo et la vascularité en cas. Donc, le grand message finalement, si on peut résumer tout ça, c'est que on peut faire certes un diagnostic de vascularité IgA devant un tableau typique avec le purpura et puis avec une atteinte typique, mais à condition d'éliminer la cryo et la vascularité en cas si on n'a pas de preuve histologique. Ensuite, un petit rappel sur les triggers. Donc, voilà un ensemble de triggers qui peuvent être retrouvés classiquement dans la vascularité IgA. Donc, vous avez tout un tas de bactéries, évidemment, tout un tas de virus, éventuellement des parasites. Alors, on en voit un petit peu moins en France, mais ça peut exister. Il y a également des médicaments et puis des pathologies oncologiques, notamment tout ce qui est tube digestif, parce que on sait bien que le tropisme des IgA, et donc on a une association qui est quand même assez significative avec ces cancers digestifs et cette vascularite à IgA. Ensuite, sur l'atteinte rénale, on a défini un petit peu ce qu'était l'atteinte rénale de la vascularité IgA. L'atteinte rénale doit être suspectée si vous avez une vascularité IgA avec une hématurie et ou une protéinurie, plus ou moins une diminution du débit de filtration glomérulaire, et surtout les formes sévères, bah, c'est quoi? C'est les syndromes néphrotiques évidemment, la GNRP, sachant que un DSG estimé inférieur à 60 ml par minute et une protéinurie à plus de 0,5 g par jour sont retrouvés notamment dans la cohorte d'Evangeline Pibou initialement comme les principaux facteurs de risque de progression vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Sur la PBR, finalement, ça, on avait publié une petite série en fait sur la base IGAVAS. Ce qu'on peut retrouver finalement dans cette vascularité IgA de l'adulte, c'est une absence de corrélation entre la présentation clinique et ce qu'on va retrouver sur la biopsie. Donc là, on s'était servi de la classification de Pibou, donc, qui est une classification en 4 classes, enfin en réalité en 5 puisque la classe 3 est divisée en deux. Mais en pratique, on n'a vraiment pas de corrélation entre la présentation clinique et les différentes lésions qu'on peut avoir sur la biopsie. L'indication de la PBR, donc elle est indiquée par conséquent en cas d'incertitude diagnostique, d'aggravation rénale avec baisse du débit de filtration. On avait défini ça comme plus de 30% en 1 à 12 semaines, donc c'est assez large, ou une protéinurie persistante de plus de 0,5 g par jour pendant 2 à 4 semaines. Donc on met un cutoff un peu plus bas que les Cadigo. C'est-à-dire qu'il y a des patients, des fois, qui ont des protéinuries effectivement assez importantes, pas néphrotiques, mais assez importantes, et on n'a pas forcément envie d'attendre 4 semaines avant d'aller biopsier ces malades.
Contrairement au Cadigo aussi, on préconisait que l'atteinte rénale soit plutôt classée comme la classification d'Oxford ou MEST-C. Et ça, c'est basé sur cette fameuse étude de Barbour, hein, qui publie beaucoup dans cette néphropathie IgA slash vascularité IgA, qui validait finalement l'Oxford sur une cohorte qui comprenait 262 enfants et 99 adultes, donc quand même une cohorte assez importante avec une triple lecture. Enfin, voilà, une méthodologie qui était assez rigoureuse. Et ils arrivaient à en dégager finalement deux groupes pronostiques, un groupe avec une augmentation, enfin une amélioration initiale du débit de filtration glomérulaire, et puis secondairement une chute au cours des années, contrairement à un autre groupe qui était plutôt stable en termes d'évolution rénale. Et bon, il y avait différents facteurs qui étaient associés, le sexe masculin, la protéinurie très importante initialement, etc. Enfin, des facteurs assez classiques. Mais au niveau histologique, ce qui était associé à ce groupe qui progressait, c'était la prolifération endocapillaire et non pas extracapillaire. Donc cette prolifération endocapillaire qui était associée à ce groupe qui s'améliorait puis chutait. Et ça, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau parce qu'il y avait aussi une étude japonaise qui avait déjà montré ça, le fait que cet impact endocapillaire E1 était associé à un déclin rénal. Donc c'était quelque chose finalement qui avait déjà été montré et je pense que dans les futures recherches, ce sera quelque chose à creuser. D'autant qu'à contrario, il n'y a aucune preuve solide de l'impact pronostic des croissants extracapillaires dans cette vascularité IgA de l'adulte. Toutes les données qu'on a eues, alors il y a des données qui sont évidemment contradictoires, mais il y a pas mal de grosses cohortes. On a essayé de regarder l'impact pronostic de ces croissants et finalement, on n'arrivait pas à le démontrer. Donc attention aux raccourcis. Quand on porte glomérulopathie, on se dit bah, forcément il y a de la prolifération extracapillaire, donc j'ai envie de traiter assez fortement. Finalement, dans cette vascularité G de l'adulte, on n'a aucune preuve pour l'affirmer. Et donc, il faudra peut-être s'orienter vers plutôt les lésions endocapillaires, à confirmer dans plus d'études. Sur ces PBR, en fait, on a aussi, euh, il y a une étude qu'on avait présentée à la SFNDT sur une étude de clustering non supervisé, en fait, sur toujours cette cohorte IGAVAS qui comprend 260 malades, qu'on avait validé, pardon, dans une cohorte slovène secondairement. Et en fait, on arrivait à dégager trois clusters différents de malades. On a finalement un cluster de patients assez vieux, donc c'est pour essayer de dégager finalement des phénotypes de vascularité IgA, des patients assez vieux qui avaient plutôt une atteinte rénale assez importante et puis des paramètres très inflammatoires. On avait des atteintes d'un âge moyen avec une atteinte articulaire quasiment exclusive. Et à contrario, on avait des patients plus jeunes avec des atteintes gastro-intestinales et articulaires principalement, quelques atteintes rénales et puis des paramètres inflammatoires également. Vous voyez que finalement, on a une vascularite, on a des profils qui sont très différents. On a des patients qui vont jamais faire d'atteinte rénale et puis il y en a, et donc on verra pas, nous, néphrologues, et puis d'autres qui seront vraiment beaucoup plus à risque d'évolution. Et attention, donc le message de cette étude, c'est notamment attention à ces patients un peu plus âgés que la moyenne, donc plus âgés que 50 ans, et qui ont tendance à vraiment progresser, à faire des lésions de fibrose qui sont aussi évidemment associées au pronostic de cette maladie. Au niveau des traitements, bah, pas de grand-chose de plus par rapport au Cadigo, hein, toujours ces atteintes, enfin ces traitements assez généralistes sur le plan de l'hygiène de vie, le contrôle de la pression artérielle, les inhibiteurs du SRA et du GLT2. En cas d'éléments en faveur d'un pronostic défavorable, comme le débit de filtration glomérulaire altéré, la protéinurie néphrotique ou persistante à plus de 0,5 g par jour pendant 2 à 4 semaines, il préconisait plutôt la prescription de corticoïdes. Et puis dans les formes sévères, éventuellement discuter cyclophosphamide, mycophénolate mofétyle et puis essence plasmatique, sachant que comme j'ai dit encore tout à l'heure, les preuves sont extrêmement limitées. Et puis il y a également des formes récidivantes. Là, éventuellement discuter le rituximab, sachant qu'il y a un PHRC Riga euh, qui, euh, qui, euh, qui nous répondra peut-être à cette question bientôt, je l'espère. PHRC français. Et puis enfin, la mesure de l'activité, donc pour ceux qui font un peu de running,
on est un petit peu addict aux statistiques et à cette mesure de l'activité, et ben finalement, on n'a pas de score spécifique, hein. À défaut, le BIVAS pourrait être utilisé, même si c'est quand même pas hyper spécifique de la vascularité IgA, mais il y a une équipe anglaise qui est en cours de travail pour le développement d'un score d'activité spécifique qui sera intéressant pour suivre ces malades. Donc finalement, en conclusion, euh, il y a des critères diagnostiques qui ont été proposés donc par le VAS, notamment ces fameux critères pédiatriques de l'ELAR, qui peuvent être intéressants et qui ont été validés dans une étude récente. La biopsie rénale, c'est un pilier diagnostique, il y a une indication assez large étant donné les problèmes qu'on a tant sur le plan pronostic que de corrélation avec comment dire, notre phénotype clinique. Éventuellement l'utiliser pour la thérapeutique, mais ça encore, c'est pas clair comme dans la néphropathie IgA. L'endocap, c'est peut-être un marqueur histologique pronostic intéressant. En tout cas, il y a deux études qui le montrent. Et donc, on a besoin de data en recherche pour affirmer, pour affiner le traitement en fonction de éventuellement cette lésion anapathe. Le MEST, il est encore débattu, validé par le VAS, mais encore trop juste selon les CADIGO. Toujours rechercher les triggers infectieux oncologiques chez l'adulte, hein, vraiment traquer le trigger sous-jacent, d'autant que s'il n'est pas contrôlé, vos malades risquent de mal évoluer. Le traitement, donc on n'a pas d'essai randomisé. À défaut, c'est un traitement de vascularite de petits vaisseaux, donc corticaux, et puis éventuellement des immunosuppresseurs de deuxième ligne. Il y a un score d'activité en devenir et il y a un seul essai randomisé, ce qui est quand même un peu triste. Et donc, on a envie de pousser pour faire de la recherche. Donc, engagez-vous s'il y a des internes dans l'Assemblée, ce qui est le cas. Engagez-vous, faites de la recherche pour essayer de faire avancer les prises en charge de ces malades. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, Valentin. Du coup, pour ce review de la vascularité à IgA, effectivement, qui est quand même assez peu fréquente, donc difficile d'avoir beaucoup d'études sur le sujet de bonne qualité. Donc, il y a déjà une question de Marie-Julien, mais je pense qu'il peut s'adresser à toi comme à Pierre ou même à Anna enfin, qui pose la question du traitement d'une néphropathie à IgA, mais du coup, néphropathie à IgA avec vascularite en post-greffe. Je sais pas comment vous les traitez, enfin, s'il y a des études sur le sujet. Je vous laisse y aller parce que moi, ma réponse, ça sera effectivement, il y a assez peu de données, hein. Nous, déjà, une vascularite de novo sur des reins natifs, c'est assez rare. Alors, sur le greffon, imaginez qu'on a très peu de données. Donc, la tendance, c'est d'essayer de traiter comme la vascularite de novo en fonction des antécédents aussi du malade et du phénotype clinique. Mais c'est vrai qu'on a vraiment très peu de data là-dessus, quoi. Moi, je pense qu'on va être d'accord avec Valentin. De toute façon, on n'arrive déjà pas à avoir Pareil. des études dans la vascularité à IgA chez le non-greffé. Alors, chez le greffé, c'est vraiment une niche qui arrivera dans un deuxième temps. Mais effectivement, on va devoir faire par mimétisme. Et pour la néphropathie à IgA sans vascularite? Ah, faut savoir. Mais ça se complique parce que le problème, c'est que la récidive elle est fréquente, mais est-ce que c'est elle qui est responsable de dégradation de la fonction rénale et de tout ça? C'est là où la difficulté commence à arriver. Et après, de toute façon, on voit bien qu'actuellement, en France, on n'a aucun traitement à proposer, hormis une corticothérapie éventuellement. Et ce serait les mêmes critères si on pense que c'est la néphropathie IgA qui est responsable de la dégradation de la fonction rénale que chez le non-greffé. Et à différence près, c'est que ces patients-là sont non incluables dans les essais cliniques. Ok, bah merci beaucoup pour la réponse. Et donc on a une autre question. Est-ce qu'il y a des phénotypes prédominants en cas de forme secondaire, notamment pour les myélomes à IgA? Est-ce qu'on peut s'orienter sur la biopsie? Alors, c'est une question qui est hyper intéressante, effectivement. Alors, phénotype prédominant, je pense qu'au niveau clinique, on n'a pas de données aussi pour affirmer qu'il y a des phénotypes voilà, plus enfin, on a quelques données, hein, notamment
Sur la cohorte IGAVAS, nous, on a fait des études avec entre guillemets, des clusters de malades où il y en avait certains qui avaient, enfin, on regardait les formes effectivement secondaires à des cancers, les formes qui étaient secondaires plutôt à des infections. Il y a notamment Antoine Ancard qui a publié là-dessus. Euh, mais c'est un peu difficile parce qu'en fonction du phénotype du malade, il y a quand même beaucoup hétérogénéité au sein de ces clusters. Après, sur les myélomes à IgA, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience et pas beaucoup voilà, de réponses à apporter sur le profil qu'on peut avoir. Effectivement, peut-être qu'il y aura des dépôts plutôt monotypiques sur les myélomes à IgA. Et puis, il y a des espèces de formes un petit peu borderline où finalement on aura du mal à s'orienter plutôt vers une MGRS ou une vascularite. Voilà, c'est des moutons à cinq pattes, hein. Globalement, on en voit vraiment très, 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 très rarement. C'est le rare du rare, quoi. Ok, et effectivement, j'ajouterais qu'effectivement, il y a surtout le terrain, une vascularité à IgA de l'âge plutôt de seconde partie de vie, ça doit faire pousser les explorations pour rechercher les causes secondaires. Et sur la biopsie rénale, effectivement, dans la néphropathie IgA ou la vascularité IgA, c'est surtout des IgA lambda qui sont prédominants au niveau des biopsies. Donc s'il y a une monotypie ou s'il y a des dépôts kappa qui sont fortement prédominants, ça c'est des signes d'alerte qui doivent vous faire explorer pour une clonalité sous-jacente. Donc ça, c'est des petits signes que vous pouvez avoir, mais après, sur le phénotype global, je dirais qu'il n'y a pas de critères cliniques qui permettent de distinguer ces causes parmi les autres. Moi, j'avais une petite question. En fait, c'est un peu une niche, mais les patients qui ont, par exemple, des Mickey qui sont sous anti-TNF et qui développent des néphropathies à IgA ou vascularites finalement, enfin, est-ce que plutôt ils ont tendance plutôt à développer des phénotypes de vascularite ou plus de néphropathie? Et finalement, quelle est l'imputabilité des anti-TNF chez ces patients? C'est c'est plutôt, en tout cas dans ce qui a été publié, c'est plutôt des formes vascularitiques qui sont, en tout cas, des formes à croissant qui sont sur les biopsies. Et effectivement, quand on arrête les anti-TNF, après, c'est difficile parce que c'est des cohortes et quand on met les corticothérapies, on a l'impression qu'on améliore les patients, mais c'est toujours difficile. Ça reste une niche, mais effectivement, on est souvent confronté par contre au MICI, aux anti-TNF. Qu'est-ce qui est responsable de la cause de la néphropathie IgA? Est-ce que c'est une forme secondaire à la MICI? Est-ce que c'est anti-TNF? Mais plutôt proliférative en tout cas chez les anti-TNF. Ok, merci. Ouais, donc finalement, on n'a pas trop de preuves pour savoir s'il faut les traiter ou juste arrêter les anti-TNF et donc probablement qu'il faut d'abord les arrêter peut-être et selon la forme, selon l'agressivité, quoi. Ouais. Et faire attention aussi, parce que quand on dit vascularité IgA, on a tout de suite l'impression que c'est des formes rénales explosives avec plein de croissants et tout, mais et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent, nous, en hospice de néphro, mais en pratique, il y a toute la partie qui est vue par les rhumatos, par les internistes et tout. Il y a plein de patients, finalement, qui développent pas d'atteinte rénale ou des fois même des atteintes rénales assez minimes qui nécessitent pas de traitement. Donc, il y a vraiment une hétérogénéité. Et vascularite à IgA qui arrive en néphro, ça veut pas dire nécessairement des formes explosives. Ok, merci. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train d'écrire une question dans le chat. Et peut-être on attend. Et juste, j'avais une petite question parce que du coup, ah bon. Bon, je vais quand même poser ma question. Valentin, vu que tu as participé aux études, probablement que tu sauras me répondre. Donc, tu disais que les croissants, ils n'avaient pas d'impact pronostic, mais est-ce qu'il n'y a pas un biais dans le sens où, en fait, quand il y a les croissants, finalement, on les traite quasiment tous de façon plus agressive? Il y a des séries qui sont justement qui ont essayé d'ajuster selon le traitement, selon, enfin, tu as eu quand même des ajustements, des scores de propension, tout ça. Et pour l'instant, on a vraiment plein d'études négatives sur l'impact des croissants, quoi. Après, voilà, il y a toujours plein de biais, c'est du rétrospectif. Des fois, c'est des croissants assez vieillis, donc voilà, c'est pour ça que c'est à prendre à des pincettes, avec des pincettes, quoi. Il y a quelques études qui ont montré que peut-être ça aurait un impact, mais globalement, pour l'instant, on ne sait pas. Et le facteur pronostic histo qui est vraiment prometteur, en tout cas, c'est ce que veut nous dire l'étude qui est parue dans CJASN, c'est vraiment cette prolifération endocap, quoi. Alors, est-ce qu'on pourra essayer de progresser aussi sur la physiopathe?
par ce biais-là, ou est-ce que finalement non, c'est propre à la fois aux vascularites et aux néphropathies IgA, ça je sais pas, mais il y a des trucs intéressants à creuser là-dedans, quoi. Ok, merci. Et donc, du coup, pour la question de Jenny Lancon, c'était pour savoir si vous avez déjà eu des cas de récidive sur des vascularites IgA traitées par Endoxan. Ouais, ouais, on en a eu. En fait, Alexandra, elle recueille, enfin, elle prend des avis. Parce qu'en fait, globalement, en France, c'est quand même une niche, hein, la vascularité IgA, et les deux grandes spécialistes sur le plan néphro, c'est Évangéline Pibou, et sur le plan des internistes, c'est plutôt Alexandra. Et donc, elle se fait appeler régulièrement pour des cas un petit peu touchy, notamment de récidive enfin, post-cyclophosphamide, quoi. Ça arrive. Ok. Bon, et ben merci beaucoup en tout cas, et merci à tous les orateurs et surtout d'avoir joué le jeu de tenir en 25-30 minutes. C'est pas évident, surtout vu l'ampleur de la littérature et de la thématique des topos. Donc voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour avoir accepté de participer à ce webinaire et pour la qualité de vos présentations. Et je vais juste faire une mini pub, une mini pub, parce que donc avec le SNIL, en fait, on a publié sur le site des fiches pour les internes, là très récemment, qu'on a faites avec le QN, donc ils sont disponibles sur le site du SNIL. Donc voilà, donc il y a 12 fiches à destination des internes, donc qui ont été relues par les universitaires du QN, qui sont disponibles sur le site, onglet boîte à outils, et sur l'application de la SFNDT, sur la section pour les internes et fiches pratiques qui sont en train d'être mises en ligne. Voilà, donc si vous voulez, s'il y a des internes qui sont intéressés pour les consulter. Bon, bah merci encore à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Allez voir Merci. les Merci fiches, elles sont beaucoup. très Au chouettes. revoir. Au revoir.